Engageons ensemble la Côte d'Ivoire vers une transition énergétique réussie. Tel est le slogan de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, AIENR. Face à la presse, l'association a déroulé son programme d'activité de 2015-2016. Au cours de ce programme, la lutte contre la réduction des gaz à effet de serre demeure une priorité. L'objectif final, c'est de nous positionner dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est l'objectif en général. Maintenant, l'objectif spécifique, comme je le disais, c'est de faire connaître notre secteur d'activité, de faire connaître ce que c'est que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, amener tous les Ivoiriens à adopter les bonnes pratiques énergétiques, à aider les ménages à réduire leur facture énergétique et notamment leur empreinte écologique. Pour accompagner l'AINR, le Fonds de l'environnement mondial FEM s'est associé à cette rencontre de l'AINR avec la presse. Constitué de 185 pays, le FEM œuvre pour la mise en place des stratégies pour les énergies renouvelables, d'où le financement de près de 298 projets liés aux énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Il y a des projets qui sont déjà financés en Côte d'Ivoire. J'ai présenté ces projets, dont 2 projets qui sont en cours. Le projet du remplacement des ampoules incandescentes en fluorescent. Et puis le deuxième, c'était la construction de mini-centrales qui peuvent alimenter des ménages en énergie renouvelable, énergie solaire. Maintenant, à la fin de ce mois, nous organisons un atelier de présélection des projets prioritaires de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet atelier, il s'agirait à tous les promoteurs de projets de venir soumettre leurs projets et nous allons les regrouper selon les plans, programmes que nous avons présentés. Ayant pour vocation de contribuer à développer la part des énergies renouvelables dans la production énergétique, l'AIENR compte organiser le Salon international de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables d'Abidjan, SIEENRA, au mois de septembre prochain. Améliorer la productivité des entreprises ivoiriennes en un temps record à partir de la formation, l'installation et l'utilisation de nouvelles solutions informatiques. C'est la raison qui explique la présence des experts du groupe Mytel et de GK Telecom aux abords de la lagune Ébrié. Invités par GTI Technologies, ils sont venus présenter aux entreprises et au public ivoirien la solution MyVoice. Une solution informatique composée de logiciels et d'applications qui permet de faire de la téléphonie, la voix et la vidéo. Nous avons présenté les solutions de la gamme MyVoice 5000, donc de la société Mytel. Donc ces solutions sont composées tout d'abord d'une infrastructure d'autocom, d'IPBX, de solutions sur serveur, de call manager, on va dire, qui sont adaptés à l'ensemble des entreprises, que ce soit de TPE jusqu'aux très très grandes entreprises, TPE, PME, jusqu'à de très larges entreprises. Et par là-dessus, donc nous proposons des solutions, bien sûr, pour les utilisateurs, que ce soit des téléphones fixes, des téléphones filaires, à la fois qui peuvent être de type traditionnel, analogique, numérique, et aussi des téléphones qui peuvent s'intégrer directement sur le réseau Ethernet ou LAN de l'entreprise. MyVoice est une solution informatique qui peut être installée sur les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et sur les serveurs pour faciliter la mobilité de ses utilisateurs. Avec des matériels évolutifs et adaptés aux entreprises de taille et de secteurs différents, GTI Technologies, avec le concours de Mytel et de GK Telecom, entend ainsi amener les entreprises ivoiriennes à adopter une communication unifiée pour plus d'efficacité. Engageons ensemble la Côte d'Ivoire vers une transition énergétique réussie. Tel est le slogan de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, AIENR. Face à la presse, l'association a déroulé son programme d'activité de 2015-2016. Au cours de ce programme,
la lutte contre la réduction des gaz à effet de serre demeure une priorité. L'objectif final, c'est de nous positionner dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est l'objectif en général. Maintenant, l'objectif spécifique, comme je le disais, c'est de faire connaître notre secteur d'activité, de faire connaître ce que c'est que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, amener tous les Ivoiriens à adopter les bonnes pratiques énergétiques, à aider les ménages à réduire leur facture énergétique et notamment leur empreinte écologique. Pour accompagner l'ANUR, le Fonds de l'environnement mondial FEM s'est associé à cette rencontre de l'ANUR avec la presse. Constitué de 185 pays, le FEM œuvre pour la mise en place des stratégies pour les énergies renouvelables, d'où le financement de près de 298 projets liés aux énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Il y a des projets qui sont déjà financés en Côte d'Ivoire. J'ai présenté ces projets, dont 2 projets qui sont en cours. Le projet du remplacement des ampoules incandescentes en fluorescent. Et puis le deuxième, c'était la construction de mini-centrales qui peuvent alimenter des ménages en énergie renouvelable, énergie solaire. Maintenant, à la fin de ce mois, nous organisons un atelier de présélection des projets prioritaires de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet atelier, il s'agirait à tous les promoteurs de projets de venir soumettre leurs projets et nous allons les regrouper selon les plans, programmes que nous avons présentés. Ayant pour vocation de contribuer à développer la part des énergies renouvelables dans la production énergétique, l'ANUR compte organiser le Salon international de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables d'Abidjan, SIEENRA, au mois de septembre prochain. Membres jeunes chambres, sénateurs, parents et amis sont venus soutenir et applaudir leurs proches engagés dans le championnat national de l'art oratoire et dans celui du débat. Organisé par la Jeune Chambre internationale JCI, plusieurs OLM, organisations locales membres d'Abidjan et de l'intérieur du pays y ont pris part. Il faut le dire que ce championnat national d'art oratoire et de débat n'est pas une activité locale ou bien nationale, mais c'est une activité mondiale. C'est un programme mondial de la Jeune Chambre internationale. Le concours de débat et puis il y a le concours d'art oratoire. Il y en a plus d'autres. Il y a d'autres concours encore, par exemple les awards, le TOIP, le meilleur entrepreneur, la lutte contre le paludisme, la destruction de moustiques imprégnés. Et c'est en cela que le concours d'art oratoire et débat est implémenté en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Et cette année, comme on le dit, c'est une année électorale. Donc, comme on le dit, nous sommes des jeunes citoyens actifs. Nous ne devons pas rester en reste. Il faudrait que nous puissions jouer notre partition. Étalant leur talent d'orateur, ces jeunes gens ont impressionné plus d'un. En témoigne le représentant du président de l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie, le vice-président de l'Assemblée, Touré Yacouba. Après cette cérémonie, je suis fier de la jeunesse ivoirienne parce que les thèmes abordés sont d'actualité en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Après près d'une journée de compétition, le verdict est tombé. 3 prix ont été décernés. Le prix du meilleur débatteur a été attribué à Aïoul Jean-Michel, qui vient de l'OLM de Bingerville. Le vainqueur de l'art oratoire se nomme Bonnie Claver, qui nous vient de l'OLM Abidjan Lagune. Quant au concours de débat, il a été remporté par le groupe de l'OLM Abidjan Lagune. Pour le concours d'art oratoire, je ne figure pas parmi les 3 premiers. Pour le concours de débat, j'ai été désigné comme étant le meilleur débatteur de la compétition. Oui, forcément un peu déçu parce que avec mon équipe, en tant que capitaine, on a fourni un travail énorme. Vraiment, on pensait avoir tout fait. Mais vous savez, le thème c'était l'élection, ce n'est pas la guerre. Je crois que nous n'avons pas été totalement satisfaits des résultats. Nous acceptons parce que c'est aussi cela, donner une leçon de démocratie, de réconciliation et puis pour permettre à l'organisation d'avancer. Mot de remerciement à l'endroit du Seigneur
parce que c'est lui qui a permis toutes choses et qui a fait toutes choses. Ensuite, dire merci à la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire qui offre cette plateforme à toute la jeunesse pour pouvoir développer un esprit positif, pour pouvoir se rencontrer, échanger, se parler et faire des propositions pour un objectif meilleur, un avenir radieux pour les différentes populations. Je pense que cela se voit. Nous sommes très heureux et je pense que les mots pour le dire peinent à sortir. Voilà. Et nous remercions la JCI de nous avoir permis de nous exprimer, de faire valoir nos connaissances et je pense que cela est à saluer. Pour rappel, la Jeune Chambre internationale JCI est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens âgés de 18 à 40 ans répartis en près de 5 000 communautés. Depuis 20 ans, Banzé Bissa tient son activité de fumage de poissons. Ici à Colombie, quartier précaire de la commune de Cocody, elle fait partie de ces femmes qui tôt le matin vont au charbon. Poisson là, quand je viens là, je coupe, tu limes fait là, tu mets bois. Si y a ça c'est là, tu prends pour limer avec almette. Tu prends laver l'eau, tu mets 6 grillades là. Si tu mets grillades là, tu mets carton. Ce sera un peu là, tu regardes. Si ça boule là, tu vas éteindre fait là un peu. Si ça boule pas, tu regardes, ça a cuit, tu as tourné 2 fois. Donc tu as regardé, c'est tout. Et puis c'est quel bois tu utilises pour faire? Bois là. Bois rouge là, je prends pour faire. Il y a bois caoutchouc là aussi, blanc là. Je fais ça aussi. Banzé Bissa se plaint régulièrement de problèmes de santé, mal de poumons, des yeux, pour ne citer que ces ennuis-là. Comme les autres femmes de Colombie, elle n'a pas le choix. C'est elle qui assure la survie alimentaire de sa famille. On gagne pour manger, on ne gagne pas pour garder. La vie, non. On gagne, si on a gagné 2000, on fait déjeuner des matins, midi, les matins, les enfants. Ce qui reste là, monsieur ne travaille pas, monsieur est malade. On prend ça pour préparer, pour manger. Demain matin, encore à 5 heures, on devait pour aller cesser, on vient aussi. Encore. Moi, monsieur, quand j'ai mal de bouche, il est malade. Donc, fumer là, ça m'a fatigué, mais toujours, je suis dedans. Mon mari est malade, c'est ça que je viens de manger. Moi, mais je sais ça, rendu dans le cas faire l'opération. Il n'y a pas l'argent, c'est ça, il y a débrouillé pour aller faire l'opération. Sur les marchés d'Abidjan, les poissons fumés sont très prisés par les consommateurs. J'apprécie bien le poisson fumé. C'est très bon. Je mange APF aussi. Bon, en fait, c'est un peu moins cher sur le marché. C'est ce que nous utilisons habituellement, donc c'est ça. Ces produits de pêche fumés occupent une place importante dans l'économie ivoirienne. Selon la direction de la pêche et de l'aquaculture, en 2002, environ 700 tonnes de poissons fumés ont été exportées dans la sous-région et sur les marchés internationaux pour une valeur de 471 millions de francs CFA. Des chiffres à actualiser quand on sait qu'en 2013, les produits de pêche transformés, contrôlés et commercialisés sur les marchés nationaux et internationaux par une centaine de fumeuses dans le département de Grand Laou sont évalués à environ 430 tonnes pour une valeur de 1,3 milliard de francs CFA. L'activité est donc très rentable, mais des menaces la guettent. La principale menace est sanitaire. La consommation régulière de poissons fumés de façon artisanale expose le consommateur à des risques de maladies, notamment le cancer. Le fumage du poisson se faisait de manière archaïque. Les fouilles utilisées n'étaient pas appropriées, si bien que le poisson fumé obtenu était pratiquement cramé, carbonisé, parce que non seulement les femmes utilisaient du bois non approprié, du bois résineux, qui contient, n'est-ce pas, du latex, notamment le bois d'EVA, et qui donnait des quantités assez importantes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'on appelle HAP et qui est un produit cancérigène.
Ces risques sur la santé de la consommation de poissons fumés préoccupent le ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Première réaction, la Côte d'Ivoire s'est auto-suspendue en 2007 à l'exportation vers les pays de l'Union européenne. L'État ivoirien a pris des mesures, c'était de suspendre le fumage, c'était une auto-suspension, ce n'était pas l'Union européenne qui avait suspendu la Côte d'Ivoire et réglé le problème. Donc nous avons eu un appui même de l'Union européenne pour améliorer la technique de fumage. Le programme d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, PASA HPV, a décidé de renforcer les capacités de certaines opératrices fumeuses de poissons du district d'Abidjan. Les conditions dans lesquelles des braves femmes travaillent ne respectent pas toujours les normes d'hygiène. En ce sens que, même qu'elles sont sensibilisées, quelquefois elles pensent que c'est quelquefois une perte de temps. Est-ce que c'est nécessaire? Or, si nous voulons travailler et mettre à disposition nos produits pour la consommation humaine, il faut respecter un minimum de normes. Et ces normes sont connues. La motivation de cet atelier, c'est de les amener à observer ces règles d'hygiène. Après 2 jours de formation théorique, place à la pratique. Direction la commune d'Atekoubé. Nous sommes au débarcadère d'Abobodouné. Le site vit au rythme des arrivées de bateaux de pêche. Le quai de poissons grouille de monde et les mareyeuses jouent des coudes pour s'approvisionner en poisson-thon, capitaine, tilapia, maquereau, Saint-Pierre, etc. Malgré ce désordre apparent, le débarcadère d'Abobodouné est organisé. Les 2000 opérateurs ont mis en place une coopérative. La CEMATFA, entendez Coopérative des mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques d'Abidjan. Une coopérative respectée dans le district. Elle est surtout connue pour son fumoir, sa plateforme de fumage de poissons. Voici son four moderne appelé FAO, technologie Tiaroy FTT. C'est ici qu'atterrit une bonne partie des poissons du débarcadère. Il a été offert par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. C'est un projet pilote né de la volonté du FAO d'améliorer les conditions de travail des transformatrices de poissons et surtout celle de mettre à disposition des consommateurs des produits sains. C'est un four moderne qui nous a été donné. C'est un cadeau de la FAO. C'est constitué par des briques et puis du ciment avec des clés, avec un générateur et puis un activateur du feu. C'est comme ça le four est constitué. Maintenant, dans le domaine du poisson, quand le poisson arrive, l'arrivée du poisson d'abord, nous passons sur notre lavabo. On fait le virassage, on fait le tétage. Et puis maintenant, on fait le lavage et on passe maintenant au four. Le plat sur les clés, on place le poisson sur les clés. Les différentes sortes de poissons sur les clés. Et ça prend au moins 4 heures pour que le poisson soit cuit. Quand il est cuit après la cuisson, on passe maintenant au fumage que j'ai démontré tout à l'heure par le générateur où on met les produits de coco avec du charbon dans le générateur et la fumée qui est filtrée par les éponges végétales et la fumée a doré le poisson séché le poisson et c'est comme ça le poisson sort sain. Donc voici notre technique du fumage au niveau de notre coopérative ici. Avant, avec les fours traditionnels, la graisse du poisson est tombée directement en contact avec le feu. Parce qu'il n'y a pas une plaque qui sépare les clés avec le feu. Et le four, ce modèle du four-là, il y a une plaque qui sépare la graisse avec le feu. Donc la graisse du poisson, quand le poisson est posé sur la clé, la graisse tombe directement sur la plaque à graisse. Et cette graisse-là est recueillie derrière le four dans des seaux. Donc la graisse du poisson n'est pas tombée directement dans le feu pour que la flamme soit reposée sur le poisson. Toutes ces techniques de fumage de poisson ont été expliquées aux autres opératrices du district d'Abidjan, encadrées et formées par le PASA HPV.
certains chercheurs au niveau de la FAO travaillaient sur comment réduire les pertes post-capture. Et aujourd'hui, nous avions constaté qu'ils ont abouti à un résultat qui est les fours FTT, FAO Tcharoy. Et aujourd'hui, ces fours de transformation moderne sont venus comme pour vraiment aider les femmes dans la transformation du poisson, qui perdaient surtout en santé, et les consommateurs aussi perdaient en santé, et les femmes surtout perdaient aussi en matière de réduction, en matière de pertes post-capture, parce que les barriques qu'elles avaient dans le temps n'arrivent pas à prendre la quantité de poissons suffisante qu'il faut. Dans le temps de finir de fumer le poisson, il y a beaucoup qui se gâtent, et aujourd'hui c'est considéré comme c'est un problème qui est en train d'être résolu progressivement. Si toutes ces femmes formées par le programme d'alimentation de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire se réjouissent des nouvelles techniques de fumage de poissons à travers notamment le four moderne FAO Technologies, Tcharoy FTT, elles ont émis le vœu de se voir dotées d'un tel équipement. Avant, nous fumons les poissons avec des barriques. Nous avons des barriques que nous avons coupées et c'est selon ça que nous déposons les grillages dessus. Et puis nous fumons avec le bois d'EVA. Mais aujourd'hui, à l'atelier de formation, on nous a dit que le bois d'EVA n'était pas pratique pour la santé de l'homme. Et qu'il faut les pailles de coco ou le bois rouge ou le reste des sons de maïs. En tout cas, nous ont montré beaucoup de choses. Ou choses, comment on appelle, la coquille de l'arachide. On peut prendre tout ça pour fumer le poisson. Et ils nous ont présenté aussi des fumoirs qui vraiment sont vraiment pratiques pour nous. Ça peut beaucoup nous aider pour notre santé nous-mêmes à cause de la fumée qui nous fatigue. Mais avec ça, là, nous croyons que vraiment on va bien s'en sortir. En tout cas, ce que les femmes nous ont montré là, c'est bien. Nous, on voulait que l'État fasse ça pour nous aussi. On voulait que l'État fasse pour nous. Si il fait ça pour nous, en tout cas, on n'aura plus de problèmes de santé. Pour les vétérinaires du PASA HPV, c'est un autre combat. En tant que représentant de l'administration, nous avons convié nos partenaires au développement à cet atelier de sensibilisation que nous avons organisé sur 2 jours pour les femmes d'Abidjan, pour leur montrer, n'est-ce pas, les réels besoins de ces femmes en matière d'acquisition de fours améliorés et de fours qui disposent de cette technologie. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires institutionnels que sont la FAO, mais aussi ONU Femmes, le PNUD, l'ONUDI et tous les autres pour qu'une stratégie soit mise en place pour permettre, n'est-ce pas, aux associations de fumeuses, non seulement du district d'Abidjan, mais de toute la Côte d'Ivoire, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de ces fours-là, pour que les Ivoiriens, enfin, puissent bénéficier de poissons fumés de bonne qualité. Des moyens financiers, il en faudra au PASA HPV pour renforcer les capacités de centaines de fumeuses de poissons de Côte d'Ivoire. Il en faudra. Isia, département du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est connu pour sa population dynamique et ses sites religieux qui drainent chaque année de nombreux pèlerins. 250 000 habitants ont été enregistrés lors du recensement général de 1998. Mais aujourd'hui, certains estiment la population à plus de 350 000 âmes. Isia compte 7 sous-préfectures, dont 6 en activité, 142 villages et 24 cantons. Situé dans la boucle du cacao, le département regorge d'énormes potentialités agricoles, cacao, EVA, palmiers à huile. Mais c'est en parcourant les rues de la ville que l'on se rend compte qu'Isia est un carrefour. D'abord, il faut reconnaître qu'Isia c'est un carrefour. Mis à part l'estimation de la population, mettons ça de côté, Isia c'est un carrefour. Un carrefour, Isia, Saïwa vient sur Isia, Bio vient sur Isia, Boguedia vient sur Isia, c'est-à-dire c'est un carrefour, c'est un coin stratégique. Le département d'Isia est un marché à prendre. Nous sommes d'abord un carrefour, un très grand carrefour. À partir d'Isia, vous pouvez aller à San Pedro. À partir d'Isia, vous pouvez aller dans les 18 montagnes. À partir d'Isia, vous pouvez aller à Yamsokro. À partir d'Isia, vous pouvez aller à Daloa. Donc c'est un grand carrefour.
De deux, nous sommes une région fortement riche en matière de produits agricoles. Nous avons le cacao, le café, l'hévéaculture, le palmier à huile qui vient de s'installer. Et en matière de potentialité au niveau des coûts socio-économiques, nous avons toute la CEDEAO qui est représentée à ICIA. Aujourd'hui, à ICIA, nous sommes en pleine activité. L'administration est réinstallée, toutes les structures économiques ont repris. C'est un véritable décollage. Aujourd'hui pourtant, la localité est l'ombre de son passé glorieux. Et l'une des causes de cette situation est la délocalisation des banques classiques. Le départ des banques commerciales a frappé l'économie d'Ichia. Cette crise qu'on a vécue qui a fait que les succursales qui demeuraient un peu dans les communes ont déserté maintenant pour que ça se rassemble en gros un peu dans le gros département. Vous voyez, non? C'est comme ça, la SGBCI qui fonctionnait ici s'est déplacée pour gagner sa maison mère, n'est-ce pas, à Daloa. Voilà. Bon, la BIAO certainement aussi doit se trouver à Daloa. Bon, vraiment c'est un peu gênant quand même. Bon, nous qui sommes de la mairie, on coopère avec la SGBCI, surtout en matière de finances. Donc à chaque fois, il faut se déporter à Daloa pour transmettre le dossier. Puis maintenant, ils vont faire le travail sur Abidjan. Avant qu'on ne gagne, c'est bon, on peut gagner. Depuis 10 ans, l'absence des banques traditionnelles dans le département pose de nombreux désagréments à leurs clients qui ne cessent de crier leur misère. D'abord, les fonctionnaires. Chaque fin de mois, il faut faire mouvement vers la ville voisine de Daloa, avec tout ce que cela comporte comme insécurité, des braquages. Vous voyez souvent que vous prenez votre salaire, mais vous n'êtes pas à mesure, vous n'êtes pas rassuré, vous n'êtes pas certain que vous pouvez revenir dans votre foyer, dans votre maison avec votre salaire. Donc déjà, il y a le problème d'insécurité. Mais bon, ça agit aussi au niveau des services. Si le fonctionnaire, chaque fin de mois, doit prendre 1 jour, 2 jours pour une petite opération bancaire, il doit prendre 2 jours pour s'absenter, donc vous voyez qu'il y a des conséquences, non seulement sur l'insécurité dont je parle, mais il y a des conséquences sur les services même. Je prenais par exemple le cas des enseignants. Vous voyez, un enseignant je prends l'enseignant du primaire, qui est à quelques kilomètres, ou bien à des kilomètres d'ici. Pour aller faire un retrait sur Daloa, il prend 2 jours. Parce qu'il va venir la veille pour dormir à Issia, et le lendemain matin, il va se rendre à Daloa, faire son retrait pour venir. Alors si dans la semaine, il prend 2 jours, déjà il a 4 jours de service, 2 jours rien que pour une opération bancaire. Vous voyez, une petite opération bancaire banale, elle va prendre 2 jours pour le service. Alors ça, et pour le professeur du lycée, le professeur dans le lycée, c'est la même chose. À la fin du mois, en milieu du mois, pour juste une opération de banque, on est obligé de s'absenter 2 jours, 1 jour, pendant la journée. Ça agit sur le rendement du fonctionnaire. Pratiquement dans tous les services, c'est la même chose. En plus des salariés, la délocalisation des banques traditionnelles est un frein aux activités économiques. Non seulement sur les fonctionnaires, mais sur les activités des opérateurs économiques. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, la mobilisation des ressources ou bien la facilité d'avoir des prêts pour pouvoir faire des activités économiques, tout ça c'est bloqué aujourd'hui avec la délocalisation des banques classiques. Alors donc vous voyez que c'est un vrai problème pour cette belle ville qui est quand même une ville d'avenir. Donc imaginez-vous, vous devez transporter la paye de 70 personnes de Daloa jusqu'à Issia. Vous voyez que vous n'êtes pas une structure de transport d'infos, donc vous voyez que vous mettez votre vie en péril. Et surtout qu'aujourd'hui, ce qui est monnaie courante en Côte d'Ivoire, c'est que le problème de la dégradation des voies, de la dégradation de la route, fait que les coupeurs de route et les malfrats sont à tout bonheur du chemin. Donc quand vous prenez par exemple l'axe ici à Daloa, vous voyez que quand vous approchez même Daloa, avant l'aéroport, vous constatez qu'il y a beaucoup de nids de poules. Et à ce niveau où il y a les nids de poules, c'est là malheureusement les braqueurs se mettent dans la nuit pour attendre les personnes qui viennent. Puisqu'ils connaissent les dates des virements, ils connaissent les jours de paye. Malheureusement, on a plusieurs de nos collègues qui ont été arrêtés là. Et c'est pour ça que nous saluons l'initiative des forces de l'ordre qui souvent campent à ce niveau-là pour barrer la route à ces imposteurs. Une ville sans banque, c'est difficile, c'est démuni. Parce que les banques jouent un très grand rôle.
Si des gens veulent nous financer, nous avons besoin, nous devons coopérer avec les banques. Pour que, si dans la ville, là, si nous ouvrons nos comptes dans ces banques-là, les banques peuvent nous financer. Mais il y a un manque de banques. Donc, vraiment, s'il y a des banques qui viennent s'installer à Issia, elles seraient les bienvenues. Les planteurs et autres, qu'est-ce qu'ils font? À cause du manque de banques, pour ne pas aller faire la queue et tout, ils retiennent leur argent, ils le cachent chez eux. Et voilà pourquoi il n'y a plus de rotation au niveau de la ville. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Ça n'existe plus comme dans le temps. Pour les populations du département, la plus grande peur reste le problème sécuritaire. Chaque jour, c'est la peur au ventre qu'elles se sentent obligées d'emprunter la périleuse route Issia-Daloa, longue de 44 km. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu beaucoup de braquages en route. Parce que ce n'est pas toujours que tu es servi à temps et tu es obligé de prendre la route la nuit. Et dès que tu es parti pour une opération, les gens s'informent. Et je crois que c'est tous nos problèmes. Dès l'instant où on sort d'une banque, en tout cas pour le braqueur, il sait automatiquement que celui-là est venu pour une opération. Et l'homme, il est victime, n'est-ce pas, d'un braquage. Alors tout ça, ça devient vraiment inquiétant. On pourrait souhaiter même que ces structures-là reviennent en place. Qu'ils nous aident à réouvrir ces anciennes banques qui existaient dans le temps ici, telles que la BIAO, la SGBCI. Bon, la BICC n'a jamais existé ici, mais je pense qu'ils peuvent ne pas venir. La BNI, mais qu'ils viennent, qu'ils essaient, ils vont voir. C'est une grande ville ici, c'est une grande ville, c'est un carrefour. Si les populations d'Issia peuvent se consoler de l'ouverture d'une nouvelle banque commerciale et un établissement de microfinance, elles estiment cela très insuffisant et continuent de ressentir de façon cruciale l'absence des banques traditionnelles. Pour les autorités de la ville et du département, l'heure est venue pour les succursales de ces banques de rouvrir à Issia. Autant l'administration se rapproche des administrés, autant les structures bancaires aussi devraient se rapprocher de leurs clients. J'estime que ça va de soi. Tout est mis en place pour assurer sa sécurité. Tout est mis en place pour faire comprendre à tous que Issia est revenu à la vie. Issia aujourd'hui n'est plus cette zone qui effraie. C'est un grand carrefour qui joue son rôle de centre administratif important, centre où on trouve tous les postes administratifs. Nous avons une quarantaine de services publics à côté de tous ces grands magasins, de tous ces petites et moyennes industries qui se... Depuis quelques années, on assiste à un nouveau type d'activité commerciale à Abidjan. Il s'agit de la prolifération de magasins de vente d'appareils électroménagers d'occasion importés d'Europe et d'Asie. Le marché principal d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire est situé à Adjamé, quartier Habitat Extension, près de l'immeuble Le Mirador. C'est sur ce marché que, chaque jour, des milliers d'appareils électroménagers sont achetés par des grossistes et transférés dans de petits magasins vers les autres communes d'Abidjan, telles que Koumassi, Abobo, Yopougon, Cocody, Marcory, Trècheville, etc. Très prisés par les Ivoiriens, puisque à très bon marché, ces appareils semblent satisfaire la grande majorité de la clientèle. Le marché des appareils électroménagers offre une très grande marge de manœuvre aux clients qui ont le choix entre plusieurs appareils. Dans ce marché, on peut avoir des mini-chaînes Hi-Fi, des postes téléviseurs tout format, des radiocassettes, des home cinéma, des tables de mixage, des congélateurs, des réfrigérateurs, des DVD, des VCD, des vidéocassettes, des climatiseurs, des splits, des ordinateurs complets, des imprimantes. À cela, il faut ajouter des grille-pains, des enceintes acoustiques, des haut-parleurs, des cafetières, des machines à laver, des machines à coudre, des machines à écrire, des synthétiseurs, des aspirateurs, des tables de couture, des cuisinières, des fours à micro-ondes. J'appelle ce milieu-là le village même de l'électronique. Il y a tout ici pour les hommes de métier. Et je suis tellement régulier dans ce lieu-là pour pouvoir voir un peu dans quelle mesure je peux m'approprier du matériel vraiment sophistiqué. Généralement, j'achète les télévisions, mais ce soir, par exemple, je suis venu inspecter un peu pour voir tout ce qui est perceuse, tout ce qui est visseuse, en vue de m'en procurer. C'est de la qualité.
c'est vraiment de la qualité. Et des fois, quand vous arrivez, vous avez ce que vous pouvez trouver comme quelque chose de potable. Or, pourtant, c'est des secondes mains. Ce vaste marché d'appareils électroménagers est fréquenté par des personnes de toute origine et de toutes les conditions sociales. Cette ruée vers les appareils électroménagers de seconde main fait le bonheur des opérateurs du secteur qui se frottent les mains. La vente d'appareils électroménagers d'occasion, un business bien organisé. Moi, j'étais étudiant. J'habite même le quartier. Mes amis également, et tous étaient pratiquement dans le métier. Donc, à force de les côtoyer, j'ai aimé la chose. Voilà. Mais lorsque le frigo vient d'abord, les non testés, on l'achète en non testé. Voilà. Et lorsqu'on l'achète, on vient dans notre magasin, on les teste. Lorsque ça marche, tant mieux. Lorsque ça ne marche pas aussi, on essaie de réparer la différence qui est sur l'appareil, puis c'est tout. Ça, c'est un mixeur. C'est pour broyer les aliments, les aubergines, les tomates, les jus. Ça, c'est un micro. Ça, c'est un four. C'est un four, ça chauffe la nourriture, ça chauffe les pains, ça braise poisson. Mais ça, c'est un micro-ondes. Micro-ondes simple. C'est pour juste chauffer la nourriture. Genre, si tu es sorti, tu es à une heure tardive, que tu ne veux pas allumer ton gaz, tu mets ta nourriture dedans, tu chauffes ça, c'est fini. Bon, ça aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, mais ça dépend des qualités. Il y a Londres, il y a Italie, il y a France, il y a Allemand. Donc, ça dépend des pays. Mais on va faire à repasser là. Mais ça vient d'un continent. Mais on jette ce qu'on a testé. On vient essayer, ça match. Mais si ça ne matche pas, on a déjà perdu. Si on a déjà match, on a déjà perdu. Mais souvent, ça match bien. Mais si tu as bien tombé, c'est que bon, ça match bien. Cette activité florissante de la vente des appareils électroménagers d'occasion est souvent décriée par certains observateurs pour qui elle donne l'image d'une Afrique poubelle des autres. Loin des librairies, cette nouvelle vague de vendeurs de livres font bien les affaires des Ivoiriens. Communément appelée librairie par terre, réputée pour être la bibliothèque du pauvre dans le passé, parce que tout se marchande, ces enceintes enregistrent aujourd'hui la présence de toutes les classes sociales de la société. Spécialiste du livre d'occasion, c'est-à-dire de la seconde main qui vend moins cher que son équivalent neuf, multiplie ses chiffres de vente. Celui-ci revend des livres rares ou précieux, soit qui n'ait pas été réédité, soit que l'exemplaire présente une particularité qui lui donne de la valeur. Les librairies par terre mettent à la disposition des clients des fournitures à moindre coût. C'est pas du tout facile, c'est difficile, mais comme c'est un métier qu'on a choisi, on est obligé de faire avec. Pendant la rentrée, on essaie de s'en sortir un peu. Bon, présentement, on essaie de se débrouiller avec les bureautiques. C'est difficile, mais c'est un métier qu'on a choisi. À Djamé-Renol, dans l'une des communes de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les gérants des boutiques sont tous assis derrière leur comptoir. Pas d'affluence, surtout chez ces libraires où en cette période, il est difficile de vendre. L'année scolaire tirant à sa fin, vendre des fournitures scolaires devient de plus en plus difficile pour ces derniers. Pour pouvoir s'en sortir, en plus des fournitures scolaires, ils proposent des fournitures de bureau. C'est le livre de primé, on vend beaucoup plus que les enfants gardent beaucoup de livres. C'est le livre de primé, on vend beaucoup en l'air là. Mais là, on est basé sur les matériels des trucs, bureaux, les consommables là. Actuellement, c'est les bureaux, tout ça marche. Les librairies scolaires, là, pour le moment, le temps est passé, ça ne marche pas d'abord. La librairie par terre intéresse de plus en plus bon nombre d'Ivoiriens. Même si la vente devient de plus en plus difficile, ce commerce arrive à faire nourrir son homme.